L'Espagne entre les élections et le pape, Jean-Paul II arrive demain à Madrid. La fin du blocage des prix, J-1 dans ce journal, les hausses à venir. La libération de l'ancien directeur de General Motors qui avait voulu renflouer son entreprise en s'adonnant au trafic de drogue. Enfin, 11 partants seulement dans le tiercé de demain, une bien curieuse affaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toujours l'Espagne à la une de ce journal. Hier, les résultats des élections. Demain, l'arrivée du pape. Le pape qui a retardé son voyage pour ne pas interférer dans la campagne électorale espagnole. La plupart des observateurs voient dans les résultats d'hier, triomphe des socialistes et joli succès de l'Alliance populaire de droite, une manière de conjurer, une fois encore, le fantôme de Franco et d'un régime autoritaire. Bruno Albin nous dit maintenant ce qui attend la Nouvelle-Espagne. L'investiture de Felipe González comme président du gouvernement n'aura lieu qu'au début du mois de décembre. Mais ce délai d'un mois entre les élections et l'arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe gouvernementale ne sera pas trop long. Déjà, le cabinet sortant a des contacts avec Felipe González pour organiser la passation des pouvoirs. Car les socialistes espagnols vont devoir analyser les documents du gouvernement dans plusieurs domaines, socio-économiques avec le chômage et l'inflation, plus politique avec le terrorisme ou les relations avec l'armée, diplomatique avec la candidature de l'Espagne au marché commun et la négociation avec les Britanniques pour le retour de Gibraltar sous souveraineté espagnole. Il y a aussi les grandes réformes que les socialistes veulent engager, celles par exemple de l'administration, encore organisée comme sous la dictature. D'ici là, les Espagnols espèrent que rien ne viendra troubler le cours des événements et notamment qu'aucune tentative putschiste ne se manifestera. Voilà ce à quoi l'on songe ce soir à Madrid, au lendemain de cette victoire historique des socialistes, à la veille de cet autre événement historique que constituera demain l'arrivée de Jean-Paul II en Espagne, deux événements qui coïncident curieusement en cet automne 82. Alors justement, avant de partir demain pour l'Espagne, Jean-Paul II a canonisé deux fondatrices d'ordre religieux. Il y a à peu près 3 siècles, la française Jeanne de Lanoux et puis la québécoise Marguerite Bourgeois. Plusieurs milliers de pèlerins français et canadiens étaient là, parmi lesquels Gaston Defferre, qui fut reçu par le Saint-Père et qui rencontra un peu plus tard le ministre italien de l'Intérieur pour parler essentiellement terrorisme et coordination des moyens. Revenons donc à ce voyage du pape en Espagne, le plus long de tous, 10 jours, avec une obsession pour les Espagnols, la sécurité du pape. Denise Bouer. Madrid vit dans la fièvre quelques heures avant l'arrivée du pape Jean-Paul II et la très catholique Espagne n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, après l'attentat de Rome et la tentative d'agression de Fatima, le pape sera protégé par la plus grande escorte de l'histoire. 90 000 hommes veilleront sur sa personne. Pour ces voyages à l'intérieur du pays, 15 étapes en tout, 4 véhicules blindés à cabine surélevée seront à sa disposition, ainsi qu'un DC-8 ou encore l'hélicoptère du roi Juan Carlos. 5 millions de voitures, la moitié du parc espagnol seront utilisées pour transporter sur les lieux des visites 18 millions d'Espagnols, soit un habitant sur 2. Afin de ne heurter aucune susceptibilité régionale, notamment en Catalogne et au Pays Basque, le pape devrait revenir tous les soirs à Madrid pour y passer la nuit. En France, la préoccupation numéro 1 reste la sortie du blocage des prix et des salaires, sortie prévue sur le papier pour demain minuit, mais des accords de modération relaieront dans un certain nombre de secteurs des dispositions contraignantes de la loi. Et nous n'avons pas eu l'impression, dans la rapide enquête qu'a menée Laurence Auervin dans un centre commercial, pas eu l'impression que les Français se ruaient en masse pour effectuer leurs achats avant que les prix n'augmentent à nouveau. Ce reportage de Laurence Auervin, tout près de Paris. Qu'est-ce qui va se passer lundi dans le domaine des prix? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Augmenter? Non, j'en ai aucune idée. Je sais pas, moi. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer lundi dans le domaine des prix? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Dites-moi. Mais ça va plus être bloqué les prix. Ah oui, ils vont le déblocage. Oui. À partir de lundi, il n'y aura plus les prix bloqués ni les salaires. C'est pour ça que vous êtes venu faire vos courses aujourd'hui? Non, pas du tout, non.
Pas du tout. La libération des prix. C'est pour ça que vous faites beaucoup de courses aujourd'hui? Non, pas spécialement. Non, vous êtes venu comme ça parce que c'est samedi. Voilà, tout à fait. Il va y avoir une augmentation certainement. On ne peut pas dire encore exactement ce qui va se passer, mais de toute façon il y aura tout du moins le taux de TVA qui va certainement se reporter sur le prix de taxes, et puis certainement d'autres augmentations, oui. C'est pour ça que vous profitez d'aujourd'hui pour faire vos courses? Non, moi je viens toutes les semaines ici. J'ai pas acheté plus aujourd'hui pour autant. Mais... Pour vous c'est un samedi comme un autre? Oui, oui. Je sais pas tellement comment ça va se passer en fait, alors non, je suis là surtout pour me promener, me détendre. Ça va être la panique, hein, à mon avis. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi vous dire. Vous profitez du dernier jour de blocage des prix là ou quoi? Non, je profite du début de la paye là. Ça va augmenter, ça va bouger. Le déblocage. C'est pour ça que vous profitez d'aujourd'hui pour faire vos courses? Non, absolument pas. Non, on se promène. De toute manière, on n'y peut rien. On n'y peut absolument rien. Apparemment, ce n'est donc pas la ruée vers les magasins. Vérifions tout de même du côté des commerçants. Là, c'est un week-end prolongé, c'est-à-dire en fait, vous avez 3 jours et les gens sont partis. Ici, c'est plus calme, c'est un samedi moins mouvementé qu'avant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de clients que d'habitude? Je pense que oui, ça fait une petite anticipation sur les achats. Oui. Oui, la preuve, le monde autour de nous le prouve. Il y a vraiment plus de monde que n'importe quel samedi. Que le samedi et que même le samedi précédent, oui. Oui. Vous avez l'impression que les gens partent avec des caddies plus chargés aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes samedi, c'est tout à fait normal. En fin de semaine, les gens font leurs prévisions pour la semaine prochaine. Mais il n'y a pas beaucoup plus de monde qu'un samedi habituel. Vous savez, on se rend plus tellement compte, hein, on fait notre boulot tellement automatiquement. Voilà pour ce coup de projecteur dans le commerce. Il nous reste à voir maintenant en détail les chiffres des augmentations prévues à partir de lundi. Augmenté de 6,5%. La baguette sera donc vendue 2,20 francs à Paris et 2,10 francs en province. Pour la viande, les fruits et légumes et le vin, la marge des grossistes augmentera de 4%, mais le prix de détail de la viande reste bloqué. Les automobiles seront vendus de 3,5 à 4,5% plus cher, selon les constructeurs. Qui dit voiture dit carburant. Tous les carburants augmentent de 2 centimes, à l'exception du fioul. Pour ce qui est des transports en commun, les trains de banlieue augmentent de 9% et le métro de 10%. Vous payerez donc le carnet de tickets 22 francs. La carte orange augmente de 10% pour les zones 1 et 2, mais dans la région parisienne, à partir de lundi, les employeurs prendront en charge 40% de vos cartes orange ou hebdomadaires si vous êtes salarié. Enfin, les loyers, plus 8,25% dans les HLM et logements conventionnés, entre 8 et 10,2% de hausse pour les autres. Ce à quoi il faut ajouter l'augmentation de 9,5% des crèches et des cantines scolaires publiques. La CFDT, par la voix de Jean Caspar, proteste contre le report de l'augmentation du SMIC. Attention, si le gouvernement ne modifie pas sa position, un conflit ouvert, dit la CFDT, naîtra avec le gouvernement. Et puis dans la sidérurgie, une centaine de manifestants ont bloqué cet après-midi le pont de Viremoulin pour protester contre la fermeture de l'usine d'aciers spéciaux de la Chiers. Un groupe automobile, un groupe américain pourrait racheter la firme automobile DeLorean dont le gouvernement britannique a récemment annoncé la liquidation, et ce le jour même où le patron de cette firme que vous avez vu ici, arrêté la semaine dernière pour trafic de drogue, était libéré moyennant une forte caution. Bel homme, apparemment bien sous tout rapport, ancien vice-président de la plus grosse entreprise automobile du monde, John DeLorean, première stupéfaction, est arrêté pour un énorme trafic de cocaïne. Deuxième surprise, après 10 jours de prison simplement, il est remis en liberté. C'était hier soir. Il avait pu réunir l'énorme caution qu'on lui demandait, 7 milliards de centimes. L'homme est un véritable héros de feuilleton américain, un ancien fils d'ouvrier devenu multimillionnaire. En échange de sa liberté, il a remis aux autorités, entre autres, cette propriété
situé au sud de la Californie où il menait grand train avec ses amis du show business. Mais comment a-t-il pu en arriver là? L'acte d'accusation porte 11 inculpations contre lui. Et pourtant, au départ de sa carrière, ses idées pour faire de l'argent, comme on dit en Amérique, étaient uniquement industrielles et disent certains géniales. Jeune ingénieur, c'est lui qui transforme la Pontiac en un formidable succès commercial. D'autres réussites suivent. Il se remarie avec un jeune mannequin que l'on voit ici. Il devient vice-président de General Motors. Mais là, il étouffe. Il s'en va. Il crée sa propre entreprise avec des modèles de voitures de sport extrêmement luxueux. Mais ces petits bijoux, en acier inoxydable, construits en Irlande du Nord, se vendent mal en ces temps de crise. Il s'achemine vers la faillite. Et cet homme qui disait « Je n'ai jamais échoué nulle part, je ne suis pas prêt à commencer », cherche de l'argent par tous les moyens. Ce sera la cocaïne. Mais cette affaire-là, il l'a fait en néophyte. Il s'est rapidement fait prendre. Une libération qui concernait très directement les Britanniques. John DeLorean était en effet considéré comme une manière de sauveur pour l'Irlande du Nord. Il avait contribué à créer de nombreux emplois en Ulster. Bernard Rapp, à Londres. À Londres, l'émotion demeure assez vive 10 jours après la chute spectaculaire de John DeLorean. D'abord en raison de la personnalité même de l'industriel américain qui était un homme d'affaires de premier plan en Grande-Bretagne. Il pouvait ainsi discuter d'égal à égal avec le gouvernement britannique et le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, M. Pryor, lui avait même consenti une aide de 900 millions de francs pour relancer son entreprise en difficulté. Des difficultés qui l'auraient amené à se lancer dans le trafic de drogue, encore que cela reste à prouver. Alors pour comprendre la générosité du gouvernement anglais, il faut ensuite savoir que John DeLorean faisait un peu figure de sauveur en Grande-Bretagne. Il avait en effet eu le courage d'installer ses usines à Belfast, en Irlande du Nord, dans une région politiquement très difficile et où le taux de chômage touche près de 25% de la population. On avait donc tendance à beaucoup lui pardonner. Reste qu'on est un peu surpris aujourd'hui par la facilité avec laquelle il est parvenu à réunir sa caution de 10 millions de dollars, et cela à un moment où son entreprise est en liquidation, où ses 350 créanciers attendent d'être payés et où ses 2600 employés sont appelés à grossir les rangs des chômeurs dans la région d'Irlande du Nord. Si bien que les députés se sont émus publiquement des facilités qui ont été accordées ces dernières années à John DeLorean, car ce qui passe aux États-Unis pour un fait divers captivant est plutôt ressenti ici comme un échec économique très cuisant. Liban, 4 parachutistes français légèrement blessés hier à Beyrouth par l'explosion d'une roquette anti-char qu'ils étaient en train de neutraliser. Et puis, toujours à Beyrouth, un début de panique dans les camps de Sabra et de Shatila. Des centaines de Palestiniens se sont enfuis de ces camps de réfugiés. La rumeur faisait état d'un retour des miliciens chrétiens. Vous savez que c'est là que le mois dernier, des centaines de civils avaient été massacrés. Des soldats libanais se sont déployés pour essayer de calmer la population. Mais il y a d'autres réfugiés palestiniens au Liban. L'Office des Nations Unies, qui s'occupe de ces quelques 2 millions disséminés dans le monde, essentiellement au Liban et en Israël, a lancé un cri d'alarme hier. Il faut reconstruire les camps dévastés par la guerre, a-t-il dit. Un reportage de Didier Belbourne. C'est avec les premières pluies que l'angoisse de l'hiver est survenue. Le vent, le froid, les Palestiniens refusent les tentes proposées par l'aide de l'ONU aux réfugiés. Il est impossible d'y faire du feu pour s'y chauffer. 80% des maisons d'Ain Khilwé ont été détruites en partie ou totalement. Les enfants déciment les vergers pour ramasser le bois qui est l'une des denrées les plus recherchées à Ain Khilwé. L'autre, c'est un toit, un abri solide. Alors, on bricole, on retape, on improvise. Les chantiers de Saïda offrent parfois une solution inespérée. Les magasins dont la construction a été interrompue offrent un refuge plus sûr que le camp. À qui la faute? Il y a les lenteurs de l'Office des Nations Unies, l'UNRWA, mais surtout pour les autorités israéliennes, l'attitude du gouvernement libanais qui veut se débarrasser d'un maximum de Palestiniens. UNRWA a déjà reçu le feu vert du côté israélien au début du mois d'août pour commencer ses travaux. Et en principe, sur le terrain, ils ont commencé à travailler le 5 octobre. UNRWA a donné beaucoup de raisons pour lesquelles ils n'ont pas commencé à travailler pendant les 2 derniers mois, quand en principe, c'est qu'ils n'avaient pas reçu le feu vert des autorités libanaises. La décision qui a été prise, c'est que nous, on n'empêchera pas les Palestiniens qui veulent construire, en dur de construire. Les Israéliens iront encore plus loin. Ils sont prêts à fournir des matériaux de construction aux réfugiés. Ils renforcent la présence de l'armée. Elle empêchera toute expulsion par les autorités libanaises tant qu'une solution durable n'aura pas été trouvée.
Quant aux soldats israéliens, ils regardent maintenant le problème des réfugiés d'un point de vue tout à fait différent. Notre mission a bien changé. Avant, nous avons combattu. Aujourd'hui, nous devons aider ces gens, c'est tout. La politique israélienne, elle aussi, a changé. Il s'agissait de ne rien faire qui aille à l'encontre des volontés du gouvernement libanais, bien qu'il y ait conflit d'intérêts avec les autorités de Beyrouth. Israël préfère que ces Palestiniens s'enracinent au Liban et la confrontation est maintenant ouverte. Qui aura le dessus? Ces Palestiniens ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Dans l'immédiat, leur désir se résume à 4 murs et un toit. Retour en France de Georges Marchais. Le secrétaire général du Parti communiste français a passé près de 2 semaines en Chine et en Corée du Nord. L'occasion pour lui de constater un certain réchauffement des relations sino-soviétiques, essentiel pour l'équilibre du monde. Patricia Charnelet a suivi Georges Marchais tout au long de ce voyage. De cette visite en Corée du Nord, on retiendra surtout que Georges Marchais a souhaité que la France établisse des relations diplomatiques avec ce pays. Un pays de 18 millions d'habitants qu'il a également conforté dans son idée que le socialisme y obtenait des résultats incontestables. Un socialisme, a-t-il précisé, très différent de celui de la France. Il faut dire que le culte de la personnalité autour du président Kim Il-sung, appelé ici le leader affectueux ou même le dirigeant bien-aimé, est en désaccord total avec les conceptions du Parti communiste français. À noter cependant parmi les convergences, la satisfaction des deux côtés devant le rapprochement sino-soviétique. En effet, les relations entre l'URSS et la Chine ont pris un tour nouveau précisément pendant le voyage de Georges Marchais en Chine. Les plus hauts dirigeants chinois nous ont parlé à plusieurs reprises du nouveau dialogue entre Pékin et Moscou et de la nécessité de rétablir de bonnes relations entre les partis communistes. La rencontre avec cet homme, Deng Xiaoping, l'homme fort de la Chine, symbolise bien ces retrouvailles entre communistes chinois et français après 20 années de brouille. Aux Chinois, toujours très critiques à l'égard de l'hégémonisme soviétique, Georges Marchais a répété qu'il n'y avait pas de centre du mouvement communiste, ni même de modèle de société socialiste. Un slogan, le socialisme à la française, qui a recueilli un écho favorable à Pékin. Le secrétaire général du Parti communiste français est donc rentré à Paris très satisfait de ses nouvelles relations avec les communistes chinois, impressionné par les réalisations de ce pays et convaincu une fois de plus que seul le système socialiste est valable. Alors justement, un nouveau qualificatif de Michel Poniatowski à l'adresse du président de la République. L'ancien ministre de l'Intérieur, dans la lettre des Républicains, le qualifie de guide suprême du désastre socialiste. Autre déclaration, celle d'Arlette Laguille à Toulouse au cours d'un meeting de lutte ouvrière. Il faut que la classe ouvrière fasse peur au gouvernement, un gouvernement qui ne cesse de reculer devant les possédants. À l'autre bout de l'échiquier politique, le Front National, qui tenait aujourd'hui ses assises nationales, première journée de ses assises. Le Front National de Jean-Marie Le Pen a donc décidé de mobiliser toutes ses forces pour engager la bataille des municipales, qu'il considère comme une chance décisive pour la liberté. La cote des hommes politiques dans le sondage IFOP François Magazine, Michel Rocard reste le plus populaire devant Simone Veil. Les leaders de l'opposition reculent à l'exception de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, à mi-chemin entre la politique et les problèmes dits de faits divers, ce dossier délicat de l'insécurité. Des exemples abondent. Hier encore, un adolescent de Koudou a été inculpé. Il avait tué un jeune homme qui fracturait une voiture. Autre exemple, ce qui s'est passé il y a quelques jours à Nanterre et que va vous raconter Isabelle Béchler. Cette cité a été construite en 1971. En juin 1971, M. Jacques Chaban-Delmas était venu pour l'inauguration et nous avait promis très clairement que la cité ne resterait que 5 ans et on constate qu'il y a 7 ans de plus. Une cité provisoire qui dure, un petit ghetto ordinaire qui abrite plus d'une centaine de familles maghrébines coincées entre le RER, un terrain vague, une usine à papier et quelques pavillons. Pas de communication avec les Français qui vivent autour ou seulement cette violence qui a failli coûter la vie à Abdenbi, 19 ans, une balle dans le ventre la semaine dernière. Ça s'est passé là devant, vous voyez.
C'est celui qui lui a tiré dessus, c'est un bonhomme du pavillon d'en face, là, la fenêtre blanche. Il revenait mon frère Abdenbi revenait tranquillement de la mosquée. Quand tout à coup il a passé ce qui lui est arrivé, il est tombé là, sous les balles de l'individu qui tirait de la fenêtre là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il tirait de sa fenêtre? Il tirait de sa fenêtre, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des gamins qui le harcelaient en lui jetant des pierres, ceci, cela, qu'on n'arrêtait pas de l'ennuyer en l'insultant, en lui lançant des pierres, etc. Et il a pris sa carabine, il a commencé à arroser la cité, il a tiré sur des petits gamins qui s'étaient cachés. Mon frère revenait, il n'était pas au courant de ce qui se passait, il revenait tranquillement. Bon, il a entendu les coups de feu, il était arrivé là devant à quelques mètres. Quand il s'est retourné, c'est là qu'il a été frappé de plein fouet par la balle, il ne savait pas ce qui lui est arrivé. Après une semaine en réanimation et 2 opérations, Abdenbi n'est toujours pas tiré d'affaire. Le Français justicier, lui, est en prison. Sur le rapport de police, son mobile est intitulé « Exaspération de caractère racial ». Il a invoqué la délinquance des enfants de la cité, des jeunes complètement isolés, sans animation ni structure culturelle ou sociale d'appui. Il arrive où il y a eu des vols de post-cassettes dans les voitures, il y a eu des cambriolages, etc. etc. C'est ce qui sème la haine là, et la psychose. Mais si ce genre de cité n'existait pas, ce problème-là n'existerait pas non plus. Les responsabilités, il y a la préfecture et puis les quotas de la mairie de Nanterre qui ne veut pas reloger ses familles, mais aussi le racisme ordinaire qui fait de tout Maghrébin un délinquant en puissance. C'est 17% de la délinquance en France. Et surtout, ces délinquants, ça représente 3% de la population immigrée. Donc 97% sont des gens qui, malgré leurs difficultés, ont un comportement comme vous et moi. Les maires, à la fois, désirent qu'il y ait une présence policière très humanisée et que se développent des actions de formation, de prévention. Également, que l'on cesse de voir ces multirécidivistes qui sont arrêtés et puis relâchés, ou bien mis en prison très longtemps après le méfait, ce qui perd un peu de son sens. Ils souhaitent que des méthodes nouvelles telles que les peines de substitution soient mises en place, et ils se sont déclarés dans les consultations que j'ai menées très largement favorables. Je vous rappelle que le 30 décembre, Antenne 2 vous proposera une rétrospective des événements de l'année. Nous souhaitons vous associer à la préparation de cette émission. Alors, dites-nous quels sont les 10 événements qui vous ont particulièrement frappé cette année. Quel homme, quelle femme, à votre avis, semble avoir marqué 82, et écrivez-nous à l'adresse que vous voyez reproduire sur cet écran. Pièce 230 158 rue de l'Université, 75 007 Paris. Le tiercé maintenant, mais un tiercé un peu particulier. Demain, 11 chevaux, en effet, seulement au départ. Un des plus grands propriétaires, Daniel Willenchen, ayant décidé de retirer ses chevaux. Pierre de Bresse vous dit pourquoi, et puis les conséquences. Jamais encore un grand propriétaire n'avait eu l'idée de se mettre en grève. C'est un peu ce qui arrive dans le tiercé de demain. Daniel Wildenstein, le plus grand propriétaire de l'obstacle, a brusquement décidé de retirer ses 4 chevaux engagés dans le Grand Prix d'automne. Mais il explique la raison de son geste d'humeur de la façon suivante. Les 4 chevaux portaient les poids les plus élevés de cette course à handicap: World Citizen 75 kg, Paiute 74, Tellarmal 73 kg, Beaux-Arts 72 kg et demi. Poids tout à fait injustifié selon le propriétaire, qui estime n'avoir aucune chance de pouvoir participer à l'arrivée, et plutôt que de tromper les parieurs qui lui font confiance, Daniel Wildenstein a préféré se retirer de la course, faisant ainsi tomber le nombre de partants à 11. Depuis quelque temps, il y a un malaise dans les courses d'obstacles où les partants se font rares. Arthur Batz, un grand professionnel de Maison Lafitte, nous donne son analyse de la situation. Quelle est la raison de ce manque d'effectifs en ce moment? Je crois qu'il y a une première raison, c'est qu'André Adel ayant disparu, qui était une écurie qui avait toujours 150 chevaux d'obstacles, Georges Follat qui a disparu, qui avait toujours 100 chevaux d'obstacles. Oui. Ces chevaux-là étaient dispersés un petit peu sur Chantilly, dans quelques écuries de Maison Lafitte. Barbe en a pris une bonne partie. Oui. C'est un problème déjà qui est. Et le deuxième, c'est que les chevaux sont très chers. Si on veut acheter un cheval de plat pour dresser un obstacle, c'est très cher.
Demain, il n'y aura que 11 partants dans le tiercé. Vous savez que Daniel Willestein a retiré 4 de ses chevaux parce qu'il les estimait beaucoup trop chargés pour pouvoir avoir une chance de gagner. Je crois qu'évidemment, il y a un cheval ou deux à Willestein qui était hors de course avec ce poids-là. Sur les autres, peut-être que Beaux-Arts aurait eu une chance malgré son poids, lui. Enfin, les autres étaient hors de course. Et dans des grandes courses comme ça, le système, je crois qu'il faut prendre, donner une chance aux bons chevaux pour les attirer. Et évidemment, punir le bas, puisque le bas, on ne peut pas aller plus bas que 60 kilos, puisque ça s'arrête là. Ça devrait être réservé à des bons chevaux, des courses comme ça. Revenons au tiercé de demain dans le Grand Prix d'automne où Robert Collet a engagé Prince du Bourg, un cheval qui fera partie des favoris. Par rapport au lot qui va se présenter dans le tiercé de dimanche. Oh ben, un excellent sauteur, un spécialiste de terrain lourd, c'est-à-dire ce qu'on demande actuellement pour un cheval d'obstacle. Il a juste une petite particularité, c'est après la dernière, il s'emploie pas vraiment généreusement. Il faut pas trop le pousser, il faut le laisser aller de lui-même. Pierre Bress, 11 chevaux seulement au départ, ça facilite un petit peu le travail des pronostiqueurs, non? Oui, absolument. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, il s'agit dans ce Grand Prix d'automne d'une très belle course de haies qui se déroule sur 4100 mètres et qui offre tout de même 450 000 francs de prix aux vainqueurs. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait que 11 concurrents dans cette course. Alors la sélection que je vous propose en 7 chevaux est la suivante. Bessac, le numéro 2, qui sera mon favori. Suivi de Cachenil, le numéro 1, le cheval de classe. Si ce genre de cité n'existait pas, ce problème-là n'existerait pas non plus. Les responsabilités, il y a la préfecture et puis les quotas de la mairie de Nanterre qui ne veut pas reloger ses familles, mais aussi le racisme ordinaire qui fait de tout Maghrébin un délinquant en puissance. C'est 17% de la délinquance en France. Et surtout, ces délinquants, ça représente 3% de la population immigrée. Donc 97% sont des gens qui, malgré leurs difficultés, ont un comportement comme vous et moi. Les maires, à la fois, désirent qu'il y ait une présence policière très humanisée et que se développent des actions de formation, de prévention. Également, que l'on cesse de voir ces multirécidivistes qui sont arrêtés et puis relâchés, ou bien mis en prison très longtemps après le méfait, ce qui perd un peu de son sens. Ils souhaitent que des méthodes nouvelles, telles que les peines de substitution, soient mises en place, et ils se sont déclarés dans les consultations que j'ai menées très largement favorables. Je vous rappelle que le 30 décembre, Antenne 2 vous proposera une rétrospective des événements de l'année. Nous souhaitons vous associer à la préparation de cette émission. Alors, dites-nous quels sont les 10 événements qui vous ont particulièrement frappé cette année. Quel homme, quelle femme, à votre avis, semble avoir marqué 82, et écrivez-nous à l'adresse que vous voyez reproduire sur cet écran. Pièce 230 158 rue de l'Université, 75 007 Paris. Le tiercé maintenant, mais un tiercé un peu particulier. Demain, 11 chevaux, en effet, seulement au départ. Un des plus grands propriétaires, Daniel Willestein, ayant décidé de retirer ses chevaux. Pierre Bress vous dit pourquoi et puis les conséquences. Jamais encore un grand propriétaire n'avait eu l'idée de se mettre en grève. C'est un peu ce qui arrive dans le tiercé de demain. Daniel Willestein, le plus grand propriétaire de l'obstacle, a brusquement décidé de retirer ses 4 chevaux engagés dans le Grand Prix d'automne. Mais il explique la raison de son geste d'humeur de la façon suivante. Les 4 chevaux portaient les poids les plus élevés de cette course à handicap, War Citizen 75 kg, Paiute 74, Tellarmal 73 kg, Beaux-Arts 72 kg et demi. Poids tout à fait injustifié selon le propriétaire qui estime n'avoir aucune chance de pouvoir participer à l'arrivée, et plutôt que de tromper les parieurs qui lui font confiance, Daniel Willestein a préféré se retirer de la course, faisant ainsi tomber le nombre de partants à 11. Depuis quelque temps, il y a un malaise dans les courses d'obstacles où les partants se font rares. Arthur Batz, un grand professionnel de Maison Lafitte, nous donne son analyse de la situation. Quelle est la raison de ce manque d'effectifs en ce moment? Je crois qu'il y a une première raison, c'est qu'Andréadel ayant disparu, qui était une écurie qui avait toujours 100-150 chevaux d'obstacles,
Georges Collat, qui a disparu, qui avait toujours 100 chevaux d'obstacle. Oui. Ces chevaux-là étaient dispersés un petit peu sur Chantilly, dans quelques écuries de Maison-Lafitte. Barbe en a pris une bonne partie. Oui. C'est un problème déjà qui est. Et le deuxième, c'est que les chevaux sont très chers. Si on veut acheter un cheval de plat pour dresser un obstacle, c'est très cher. Demain, il n'y aura que 11 partants dans le tiercé. Vous savez que Daniel Willestein a retiré 4 de ses chevaux parce qu'il les estimait beaucoup trop chargés pour pouvoir avoir une chance de gagner. Je crois qu'évidemment, il y a un cheval ou deux à Willestein qui était hors de course avec ce poids-là. Sur les autres, peut-être que Beaux-Arts aurait eu une chance malgré son poids, lui. Enfin, les autres étaient hors de course. Et dans des grandes courses comme ça, le système, je crois qu'il faut prendre, donner une chance aux bons chevaux pour les attirer. Et évidemment, punir le bas, puisque le bas, on ne peut pas aller plus bas que 60 kilos, puisque ça s'arrête là. Ça devrait être réservé à des bons chevaux, des courses comme ça. Venons au tiercé de demain dans le Grand Prix d'automne, où Robert Collet a engagé Prince du Bourg, un cheval qui fera partie des favoris. Par rapport au lot qui va se présenter dans le tiercé de dimanche. Oh ben, un excellent sauteur, un spécialiste de terrain lourd. C'est-à-dire ce qu'on demande actuellement pour un cheval d'obstacle. Il a juste une petite particularité, c'est après la dernière, il s'emploie pas vraiment généreusement. Il ne faut pas trop le pousser, il faut le laisser aller de lui-même. Et Bresse, 11 chevaux seulement au départ, ça facilite un petit peu le travail des pronostiqueurs, non? Oui, absolument. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, il s'agit dans ce Grand Prix d'automne d'une très belle course de haies qui se déroule sur 4100 mètres et qui offre tout de même 450 000 francs de prix aux vainqueurs. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait que 11 concurrents dans cette course. Alors la sélection que je vous propose en 7 chevaux est la suivante. Bessac, le numéro 2, qui sera mon favori. Suivi de Cachenil, le numéro 1, le cheval de classe de la course. Le numéro 8, Nous aussi, qui a une très bonne chance à défendre. El Rancho, le numéro 9, son entourage y croit beaucoup et moi aussi. El Rancho, donc. 8, le numéro 4, a déjà gagné cette course l'année dernière. Le numéro 5, Prince du Bourg. Et le numéro 12, Père, sera mon outsider. Voilà, je récapitule les numéros. 2, 1, 8, 9, 4, 5 et 12. Et puis je vous rappelle le nom partant, le numéro 6, Fils de Reine. Voilà, non plus des pronostics maintenant, mais des prévisions maintenant pour la météorologie nationale avec Philippe Dumez. Oui, vous savez, on s'est aperçu qu'à certaines périodes de l'année, le temps avait tendance à se renouveler d'une année sur l'autre. Et c'est un peu le cas en ce moment, en période de Toussaint. Ceci est dû, et nous allons le voir sur notre photosatellite, à une forte pression qui est située sur le centre de l'Europe. Ici, malheureusement, tout le nord de la France est affecté par des nuages bas et qui maintiennent donc un brouillard sur toute la France. Deux autres phénomènes concernent également notre pays. Il s'agit d'une dépression qui est située en Irlande et qui nous amène des nuages sur toutes les côtes de la Manche, et également une autre dépression située, elle, sur l'Algérie et qui nous amène par la Corse, des nuages également sur la Côte d'Azur et sur le Languedoc. Alors voyons, si vous voulez bien, nos prévisions pour demain sur la carte. Eh bien, disons-le tout de suite, les brouillards auront tendance à se dissiper assez rapidement sur la majorité du pays, à l'exception cependant d'une zone située du Morvan au nord-est, où là, ils seront plus tenaces, mais on espère toutefois qu'ils finiront par se dissiper un peu dans l'après-midi, sans qu'on soit formel sur ce point. Ailleurs donc ce sera du beau temps avec des passages nuageux sur la côte méditerranéenne et sur la Corse, avec un petit risque de pluie, tout comme sur les côtes de la Manche où la pluie risque également de se faire sentir, mais surtout sur la côte seulement. Du côté des températures, eh bien demain matin elles seront plutôt fraîches et toute la zone où le brouillard est resté aujourd'hui, eh bien demain matin il y aura des gelées donc dans toute cette zone ici. Après, les températures évolueront de 10 à 15 degrés, peut-être un peu plus si le soleil se fait plus sentir. Et puis, dans le midi, alors là, ce sont carrément des températures assez douces, 21 à 22 degrés, et puis un maximum de 24 degrés à Biarritz, et puis 20 degrés en Corse, à Ajaccio et à Bastia. Demain, eh bien, c'est la Saint-Quentin. Le soleil se lève à 7h37 pour se coucher à 17h31, et je peux vous dire que ce temps durera probablement encore 2 ou 3 jours. Voilà, 23h15, c'est Jacques Perlineau que vous retrouverez demain à 12h45, Philippe Labro, et à 20h, Christine O'Krent. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver samedi prochain. Et pour nous quitter en beauté,
des images du 3e Forum international du film sportif. Vous allez voir la Palme d'Or, qui est un document tout à fait remarquable sur le deltaplane Double Eye. Ce sont des images de prouesse acrobatique à la limite du possible. Bonsoir à tous. Here, Bill Floyd, in a rigid wing glider, does 4 in a row. His speed to enter this dynamic maneuver is about 65 miles per hour. Fast enough so he won't go weightless at the top of his arc. He doesn't want to stall upside down. That could result in an uncontrolled tumble. He pulls approximately 4 Gs as he begins his loop.